Déjà, je vais probablement pas dépasser les 10 minutes avec un vocabulaire plus limité que les autres. Mais je vais vous parler quand même du projet ACV Soul. Et je vois déjà que de façon stéréotypiquement anglo-saxon, je n'ai pas mis mes collègues sur la diapo. Mais j'ai travaillé en particulier avec des collègues de UMRSAS de Rennes, notamment Christian Voltaire et Emmanuel Garrigue, et aussi Denis Anger du Agriculture et Agroalimentaire Canada. Donc, ce projet se focalisait sur des impacts environnementaux, de l'utilisation des activités agricoles, pour essayer de faire rentrer des impacts sur la qualité du sol dans une méthode qui s'appelle l'analyse du cycle de vie. Depuis quelques décennies, depuis les années 90, disons, l'analyse des impacts environnementaux commence à comprendre plusieurs impacts environnementaux, notamment le gaz à effet de serre dans le changement climatique, les impacts comme eutrophisation, l'acidification, toxicité terrestre, et on voulait faire rentrer des impacts sur la qualité du sol dans ce cadre méthodologique qui s'appelle l'analyse du cycle de vie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'analyse du cycle de vie, c'est un cadre méthodologique qui agrège plusieurs flux de matière et de l'énergie pour un produit ou un système, dans ce cas, un système agricole comme une exploitation. Donc, la méthode, on commence à agréger depuis l'extraction des matières premières, pas tout, mais la plupart, la bonne partie, des matières et de l'énergie nécessaires pour produire le produit ou bien maintenir le système. On établit une grande liste des émissions aussi qui sortent de ce système et aussi les ressources nécessaires. Et puis on les agrège dans les facteurs, avec les facteurs de caractérisation dans les catégories d'impact, plusieurs catégories. Et puis on essaie d'interpréter ces résultats qui vont normalement dans tous les sens. Alors nous avons ajouté à ce cadre méthodologique 3 indicateurs sur la qualité du sol, l'érosion, le changement en carbone organique du sol et le tassement. Et donc pour ce faire, nous avons ajouté la prise en compte des sols agricoles dans l'établissement des données nécessaires. Pour calculer ces impacts, il a fallu récolter pas mal de données. Et ce sont des données sur le climat, le sol et les itinéraires techniques du système agricole. Ce sont déjà des données qui sont, la plupart sont déjà récoltées pour les ACV. Mais il y a pas mal, surtout les propriétés du sol qui ne sont pas. Donc c'était assez nouveau. Nous avons utilisé des modèles de simulation pour estimer ces impacts. Et puis les sorties sont parfois, souvent traitées, manipulées, et puis ramenées au kilogramme de produits agricoles ou bien de hectares de surface. Et ça pour pouvoir comparer plusieurs produits ou bien plusieurs systèmes entre eux. Par exemple, nous pouvons prendre une étude de cas de la production d'un aliment de porc fabriqué en Bretagne. Alors cet aliment a presque la moitié de sa masse en triticale et blé. Il y a de pois, tourteaux de colza, tourteaux de soja et aussi huile de soja du Brésil, un peu d'orge, un peu de mélasse du Pakistan et du maïs avec d'autres petites composantes. Alors la plupart des composantes, les ingrédients venaient de la Bretagne. Alors là, on a mouliné les données, les itinéraires techniques, les propriétés du sol moyennes pour toutes ces cultures, y compris le climat. Et à la fin,
par exemple, c'est juste un exemple, de titre exemple. Cette méthode, par tonne d'aliments produits, on prédit une érosion de 102 kg de sol, notamment du soja, sous le soja, et aussi sous le pois. Pour le changement en carbone organique du sol, c'était une perte de carbone, plutôt sous le pois et puis sous le soja. Et tassement, c'était une perte de 27 mètres cubes de volume du sol. Et là, c'était plutôt sous le blé et le pois. Donc, il faut noter que ces impacts sont répartis dans l'espace et dans le temps. Donc, une partie de ces impacts se trouve à l'étranger. Pour l'érosion, c'est 47%. Pour le changement d'un carbone organique du sol, c'est 31%. Et puis pour le tassement, c'est 17%. Donc, c'est ça que l'ACV fait, c'est d'agréger tous les impacts, quelle que soit leur localisation dans l'espace et dans le temps. Il faut aussi noter qu'il y a parfois des grosses incertitudes sur les prédictions, puisque ce sont déjà des modèles de simulation qui ont leurs propres incertitudes. Et puis, c'est aussi les données nécessaires pour représenter le système. Alors, on a représenté le maïs en Bretagne, et vous pouvez imaginer que c'est déjà assez varié. Même chose pour le soja au Brésil. Donc, il faut bien distinguer, essayer de représenter le système. Mais même avec ces incertitudes, cette approche peut, quand c'est appliqué à plusieurs produits ou bien plusieurs systèmes, et on utilise les mêmes hypothèses derrière, on peut bien comparer ces systèmes. Ça donne déjà une indication des tendances. Donc, l'ACV déjà permet d'identifier les cultures et les pratiques culturelles qui contribuent plus à ces impacts. Et puis, avec ces indicateurs, on peut maintenant montrer des impacts sur la qualité du sol, qualité physique du sol dans l'ACV. Et ces impacts peuvent être positifs, même comme stockage de carbone. Nous avons appliqué ACV Sol dans 2 projets déjà. Un projet qui s'appelle Sustain pour estimer les impacts des rotations culturelles selon le travail du sol et la fertilisation. Et aussi un autre projet pour estimer les impacts d'une exploitation porcine avec méthanisation. C'est moins intéressant quand c'est appliqué à une seule culture, puisque ça, c'est comme si on tournait quasiment le modèle de simulation sur cette culture. C'est assez traditionnel. Mais la nouveauté, c'est si on peut agréger plusieurs cultures d'une rotation ou d'une exploitation ensemble, ou bien regarder un produit alimentaire composé de plusieurs ingrédients, ou bien un animal ou un humain qui mange un produit agricole. ACV Sol est donc une méthode adaptable à différentes échelles d'études. Merci. Merci. Merci Michael, bravo. Si mon anglais était aussi bon que votre français, je pourrais m'estimer heureux. Et vous avez tenu dans les temps en plus. Moi, je suis assez fasciné parce que, du point de vue de journaliste pédagogue, c'est parfait cet outil. Il n'y a pas plus représentatif. Enfin, c'est parfait, ça a l'air parfait. Il faut rester dans la rigueur scientifique et on voit effectivement à quel point il pourrait être décliné, à quel point il pourrait servir, si ce n'est de guide, du moins de mots-clés pour le monde agricole dans le cadre de changement d'itinéraire de culture, et y compris, il y a un grand débat en France et en Europe sur l'étiquetage des produits alimentaires. On voit très bien le bénéfice qu'on pourrait en tirer. On se demande, il y a une réforme, je crois, en Europe sur l'étiquetage des produits alimentaires qui devrait être réduit à une surface un peu plus petite, avec des indicateurs plus colorés, plus visibles. On voit bien à quel point celui-ci, finalement, agrège tout ce qu'on a envie de voir pour mesurer nos externalités négatives. Est-ce que vous avez déjà confronté cet indicateur au monde agricole, aux élus dans leur choix
d'affectation des sols? Non. Bon. Pas directement. On a mis un résultat dans un dépliant à destination des agriculteurs. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont dit de ça, mais au moins, il y a un résultat qu'ils ont vu. Mesdames, Messieurs, partagez-vous mon enthousiasme. Bonjour. Oui, bonjour, Bernard Barthès de l'IRD, Montpellier. J'avais une question. Moi, j'ai regardé le poster en détail et le poids, il ressort à chaque fois comme il a un gros poids. Et que ça soit pour l'érosion, donc c'est quoi? Parce que, enfin, j'ai pas bien compris. Le poids, c'est quand même assez couvrant, non, dans l'idée que j'en ai. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, le poids, il a une contribution importante, quelles que soient les, enfin, sur les trois. Oui. Bon, déjà pour le carbone organique du sol, bon, tout ça relève des hypothèses faites derrière pour la simulation. Dans les modèles de simulation, dans ce cas, c'est Russell 2 pour l'érosion. Bon, parce qu'il y a de la litière qui reste. Enfin, il y a pas mal de résidus de récolte qui sont restitués. A priori, c'est un peu couvant. Enfin, je vois pas pourquoi. Bon. D'accord. Oui, je ne sais pas si les modèles ont pris la rugosité du sol en compte, mais peut-être la quantité de biomasse, de résidus restitués au sol. J'avais l'impression que c'était moindre que les autres cultures. Plus d'azote. Donc, si tu ne sais pas, c'est pas grave. Hein. Okay. Ouais. Merci. Je ne sais pas exactement. Oui, bonjour Michael, Jérôme Mousset de l'ADEME. Je partage votre enthousiasme parce qu'on a travaillé sur la base Agribalyse que tu connais bien, qui est une base de données d'analyse de cycle de vie des productions agricoles, et on s'est heurté à la prise en compte du carbone du sol. Donc là, tu apportes une réponse. Ma question, c'est déjà savoir, est-ce que tu intègres les questions de changement d'affectation indirecte ou pas? Et aussi, est-ce que la méthode, quel est son périmètre d'utilisation? Est-ce qu'elle marche que pour la France? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour des produits importés, par exemple? Est-ce que la méthode est transposable ailleurs, quoi? Oui. Pour la première question, non. Pour l'instant, on ne prend pas en compte l'affectation indirecte des sols. Tout est direct. On se focalise sur les impacts directs du sol. Pour le deuxième, oui, puisque, par exemple, cet aliment du porc contenait déjà du soja et du mélasse importé du Brésil et du Pakistan. Donc, on peut utiliser ça, en principe, partout dans le monde. Oui, moi j'avais une question, Gwenel Podesta du MED. Une courte question, est-ce que vous avez ou est-ce que vous comptez inclure ces résultats dans des bases de données d'ACV utilisées en dehors de la recherche, par exemple? Et deuxième question, là où vous avez calculé les impacts vraiment directs, l'érosion, par exemple, la quantité de terre érodée, est-ce que vous avez essayé de modéliser aussi les impacts plus indirects, pas midpoint ou endpoint, par exemple? Non. Bon, le premier, c'est base de données où, en principe, ça peut se faire. Pour l'instant, on n'a pas les plans de le faire. Si on le ferait, ça serait plutôt dans une base de données existante, comme Agribalyse, par exemple. Et là, ce sont c'est un format un peu plus rigoureux pour les données que nous avons utilisées pour notre format. Donc, il faudrait un certain temps de le rendre cohérent avec cette autre approche. En plus, il y a des incertitudes à regarder et essayer de réduire ces incertitudes. Pour la deuxième question qui était sur les autres impacts, midpoint, endpoint, pour l'instant, non. Tout est midpoint. On a voulu au début tout agréger en un seul indicateur sur l'impact sur la qualité du sol. Non, ce n'est pas possible. Au moins, pas pour nous, pas pour l'instant. Encore une question? Oui, Irène Félix, Arvalis. Pour faire ce travail, vous avez fait appel, j'imagine, à un certain nombre de modèles. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire sur quel modèle vous vous êtes fondé pour estimer les variations de carbone dans le sol et quelles sont les conditions de validité des modèles que vous avez utilisés? Est-ce que vous avez des vérifications par rapport à ça? Et ma deuxième question, qui est aussi une remarque, mais vous l'avez soulevée, c'est que il faut définir ce qu'est un soja du Brésil,
un maïs de Bretagne. Comment vous travaillez pour définir ce qu'est un soja du Brésil, un maïs de Bretagne, etc. D'accord. Première question, les modèles. Le modèle pour le carbone du sol, c'était Rothsay, de Rothamsted au Royaume-Uni, qui a été validé pour les conditions, disons, britanniques, déjà, qui se rapprochent un peu aux conditions de la Bretagne, au moins. Et le modèle pour le tassement, c'est CompSoil, utilisé notamment, bon, c'est aussi anglais, bon, je ne suis pas anglais, je suis américain, mais je ne sais pas pourquoi on a utilisé deux modèles anglais, mais c'était repris après par l'équipe d'Orléans, Pauline Desfossés a utilisé pas mal CompSoil. Et oui, donc nous avons essayé de rester dans les champs de validité de ces modèles, sachant qu'il y a des incertitudes surtout sur des sorties, des prédictions de ces modèles. Deuxième question, c'était, je ne sais plus. C'était comment vous aviez travaillé pour définir le soja brésilien? Oui, en fait, il n'y a pas un soja de Brésil, il y a centaines de soja de Brésil. Là, on a pris un seul exemple, moyenne, je pense que peut-être on a pris un cas avec application de lisier de porc, peut-être dans le sud avec les pentes moyennes du sud, mais là, le soja du sud du Brésil n'est pas du tout le même que le soja au nord du Brésil. Et même en Bretagne, le maïs en Finistère n'est pas le même que le maïs en Ille-et-Vilaine. Donc là, ce sont des exemples. Juste pour prolonger, donc du coup, quelle serait votre préconisation pour aller vers l'utilisation d'une forme d'étiquetage environnemental? C'est-à-dire quel est le degré de précision, quelles sont les marges de variation sur les indicateurs, et donc quel est le degré de précision qui vous semble pertinent pour qu'on ne soit pas contre-productif par rapport à l'objectif? Oui, c'est une bonne question pour Jérôme plus tard, puisqu'ils ont confronté cette question dans la base de données Agribalise, où ils ont un maïs moyen français. Et donc, il y a toute une discussion derrière ça. C'est difficile. Petite remise en contexte. Les Pyrénées, les paysages pyrénéens ont largement changé depuis le début du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on a vu au cours des années 1930-1990 une forte reforestation des versants par déclin démographique et abandon du pastoralisme. C'est les exemples des photos en dessous. Et puis plus récemment sur les zones d'estive, donc qui sont, on va dire, au-dessus de la limite supraforestière, qui sont utilisées principalement en été. On assiste à des phénomènes de recolonisation, dans ce cas-là par le pain accroché, qui sont assez fulgurants, assez rapides et largement sous-estimés. Ces changements de paysage ont des implications sur l'ensemble des services écosystémiques, alors sur la biodiversité floristique, faunistique, là j'ai pris un exemple de l'euprocte des Pyrénées, qui est une espèce endémique, sur le tourisme, sur les risques érosifs, sur bien évidemment la ressource en eau, et enfin sur le pastoralisme, sur nos fromages pyrénéens, entre autres. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est que, à la lumière des futurs possibles sur la base de différents scénarios, on va pouvoir essayer d'impacter ça sur l'environnement et sur tous ces services écosystémiques, de façon à voir quels sont peut-être les meilleurs choix possibles, les meilleures stratégies qu'on peut envisager à l'avenir, de façon à éclairer les choix actuels en matière d'aménagement du territoire. Et puis surtout, ça permet aussi de les assumer. C'est-à-dire qu'on sait où on va et on a pris une décision collective avec les différents acteurs du territoire. Donc, je dirais, l'important derrière, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé avant, pour avoir une vision un peu plus claire des capacités d'adaptation et de résilience des milieux et des sociétés? Quelles sont les dynamiques en cours, de façon précise, et pour quels enjeux? Est-ce qu'on veut se focaliser sur les enjeux touristiques, sur les enjeux pastoraux? Est-ce qu'on veut tout prendre en compte tous les enjeux? Et derrière, quid des évolutions futures, c'est-à-dire quelles méthodes, suivant les échelles de décision concernées, quelles incertitudes, parce que forcément, on a toujours la question précédente, le monde qu'on a besoin d'avoir des informations sur l'incertitude, et pour quels impacts.
Alors je vais vous les montrer qu'un nombre limité d'exemples, mais quand on regarde dans le passé, on se rend compte que l'apport de la vision à long terme, et puis les exemples d'hier nous permettent un petit peu d'abonder ce genre de principe, l'apport du long terme nous permet de comprendre l'évolution du système en termes d'adaptation et de résilience. Alors juste pour simplifier le schéma, pour le comprendre, à partir de données palynologiques prises dans des tourbières, on est capable de reconstituer, et de données archivistiques, on est capable de mettre en corrélation l'évolution de la pression démographique et la pression pastorale, c'est-à-dire le nombre de moutons et de vaches que vous avez ici sur les courbes du haut en violet et en vert. Et on voit que plus ça diminue, plus on a une augmentation en parallèle on va dire de tout ce qui est enfrichement lié au genévrier ou à la calune, et également lié à la forestation, lié au pin ou au bouleau. Donc voilà. Et parallèlement, il faut imaginer que depuis plusieurs centaines d'années, on parle de pratiques ancestrales liées au pastoralisme, qui sont les brûlages dirigés. En fait, ce n'est qu'une adaptation au fait qu'il n'y ait plus suffisamment de personnes. Voilà. Donc ça remet en cause aussi, ça remet en perspective en tout cas certaines pratiques. Et puis, on se rend compte, quand on utilise cette fois des cartographies un peu plus précises, qu'on arrive à quantifier et à spatialiser ces changements et de voir quelles sont véritablement les zones qui ont connu des évolutions. Et si jamais certains parlent dans les Pyrénées de l'importance de préserver les zones intermédiaires, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques, en fait, on n'est pas du tout concerné par les mêmes zones à enjeu actuellement en Ariège, par exemple, sur le territoire ici concerné, où là, c'est principalement les zones d'estive qui sont recolonisées à des taux équivalents à ce qui s'est passé dans les années 50-70 en termes de recolonisation des zones de versants. Et ça, également, c'est largement sous-estimé, et seules les cartes nous permettent de l'identifier. Donc, ça nous a permis en fait, d'identifier quelles étaient les zones à enjeu dans ce cas-là, et puis de voir quels sont les changements qui sont principalement d'origine anthropique, peut-être de sous-estimer aussi les effets du changement climatique derrière, parce qu'on parle toujours de la remontée en altitude, mais finalement c'est principalement lié à une absence de pression anthropique, et de voir quelles sont les trajectoires sur lesquelles on se base. Partant de là, on a travaillé, alors là c'est juste un exemple parce qu'on a travaillé à 3 échelles, on a travaillé à l'échelle de l'ensemble des Pyrénées, on a travaillé à l'échelle d'une vallée pyrénéenne, on a travaillé à l'échelle d'une estive, sachant que finalement ce ne sont pas les mêmes gestionnaires qu'il y a derrière et ce ne sont pas les mêmes niveaux d'organisation. Donc on n'a pas les mêmes méthodes qui peuvent être associées. Et là, l'idée de cette première démarche, c'était d'essayer d'envisager des scénarios très contrastés en termes d'évolution des changements d'occupation des sols, qui sont en lien avec les scénarios d'une part du GIEC, et adaptés aux stratégies identifiées par la région et par les sociétés d'économie montagnarde en termes d'enjeux de gestion des Pyrénées. Et en fait, on se rend compte, si jamais on replace en fait, les scénarios qu'on a construits, qui sont les 4 scénarios régionalisation, market, business as usual et global economy, on les replace à peu près dans les scénarios du GIEC, et grâce à ces cartes-là, on est capable d'imaginer un petit peu quelles peuvent être les conséquences sur l'enfrichement et la reforestation des Pyrénées. Alors l'intérêt n'est pas forcément que dans la lecture de ces cartes, l'intérêt ensuite, c'est bien évidemment de croiser ces cartes. Quand on croise ces cartes, en fait là c'est juste un autre exemple où je reviens sur ma vallée précédente, on a fait des scénarios, on les a croisés entre eux, alors on peut en plus complexifier un petit peu la chose, c'est-à-dire qu'on a notre modèle, on a des paramètres qui sont un peu incertains, donc on va jouer sur nos paramètres, et donc du coup on va être capable de produire pour un seul scénario plusieurs simulations possibles. Et donc pour un seul scénario, on est capable d'établir des cartes où on a en gros un degré d'enfrichement ou un degré de reforestation qui revient fréquemment ou pas en fonction du nombre de simulations qu'on fait. En résumé, l'idée derrière, c'est de se dire que par exemple, dans 4 simulations, là j'ai juste pris un exemple, dans 4 simulations, on a 4 fois de la forestation, ou alors on a 2 fois de la forestation plus 2 fois des friches. Et du coup, ça introduit une sorte de probabilité de changement dans le futur de ces espaces ou pas. Et quand on fait un autre scénario, où cette fois on priorise certaines estives au détriment d'autres, c'est-à-dire qu'on a des choix de stratégie de gestion des estives derrière, on va essayer de voir quelles sont les répercussions sur les autres compartiments du territoire. Parce que bien évidemment, toute chose égale par ailleurs, ça a d'autres répercussions. Et on voit que ce n'est pas forcément les mêmes zones et pas les mêmes probabilités associées suivant la stratégie de gestion. Alors qu'est-ce qu'on fait à partir de là? L'idée c'est de produire des documents qui soient utiles aux gestionnaires. Alors on s'amuse à faire des moyennes, très compliquées. Mais la moyenne va nous dire, ben voilà, en rouge, vous avez les zones où il y a de toute façon une très forte probabilité, quel que soit le scénario, que ça change et que ça se reforeste. D'accord? Et puis, la carte
où finalement c'est juste une différence des deux cartes précédentes, ça vous dit quand c'est en rouge, ça dépend fondamentalement d'une stratégie de gestion, quand c'est en bleu, ça dépend d'une autre stratégie de gestion. Et quand c'est en gris, il n'y a plus rien à faire, c'est indépendant des deux stratégies. Ou inversement, ça dépend des deux stratégies. Donc en gros, ça veut dire qu'en gris, vous avez à la fois des zones qui vont de toute façon se reforester, quelle que soit la stratégie, mais vous avez également des zones où il y a des marges de manœuvre possibles, et en croisant les deux, et en discutant avec les acteurs, on peut voir des zones qui sont d'intérêt à ce niveau-là. Alors, dernier exemple à ce niveau-là, c'est qu'on a travaillé cette fois à l'échelle d'une estive, et justement sur l'impact des itinéraires techniques pastoraux sur l'évolution de la reforestation. En fait, le site en question ici, c'est représentatif du site où je vous ai montré la recolonisation par le pin à crochet tout à l'heure sur les photos. Et en fait, on se rend compte que par rapport à la carte de référence en 2008, si jamais on simule de façon tendancielle grâce à un modèle spatial, on a en vert foncé toute la forêt qui commence à se répandre. Et puis, si jamais on est capable d'adapter les itinéraires techniques avec une choix on va dire de la gestion temporelle dans les quartiers, du nombre de troupeaux, etc., on est capable de limiter l'enfrichement et la recolonisation par le pin à crochet. Et je dirais, là, ce qui était intéressant dans ce travail, c'est quand on a travaillé avec la Fédération pastorale d'Ariège, c'était, ils ne connaissaient que pour seul levier, on va dire, l'augmentation du cheptel, augmentation de la pression pastorale. Et nous, on s'est dit, mais peut-être que si jamais vous étiez à gérer le cheptel différemment dans un calendrier quinquennal et non plus annuel, en mettant une très forte pression une année de façon à faire en sorte que tout soit brouté, tout soit rasé par un cheptel qui soit très dense pendant un très court laps de temps, et on peut imaginer avoir des répercussions sur les dynamiques de végétation qui sont beaucoup plus longues finalement que ces 5 ans en question, avoir une stratégie de gestion qui soit adaptée pour limiter cet enfrichement. Et c'est ce qu'on a démontré avec la simulation ici. Donc je dirais, on a identifié des changements qui étaient irrémédiables d'un côté, mais avec une limitation possible des dynamiques, à l'aide de leviers adaptés à certaines échelles, soit celle de la vallée, ou soit celle de l'estive. Bien évidemment, les modèles derrière utilisés ne sont pas les mêmes. Donc, si jamais j'essaie de résumer la démarche, les changements d'occupation et d'usage des sols, ça constitue une sorte de trait d'union essentiel pour évaluer l'évolution et les impacts des usages des sols sur les socio-écosystèmes. On a à la fois besoin de la rétro-observation, soit par télédétection, soit par des approches paléo-environnementales, pour bien comprendre le fonctionnement de notre système et les trajectoires dans lesquelles il s'inscrit. On a besoin d'avoir peut-être des approches plutôt sociétales ou en tout cas interdisciplinaires pour bien comprendre le fonctionnement de notre système. Et enfin, on a besoin aussi d'approches de modélisation pour évaluer les impacts futurs et anticiper en fait les choix de gestion à venir. Alors en termes de valorisation, bien évidemment, comme tout bon scientifique, on a fait des articles scientifiques qui s'adressent aux scientifiques. Alors c'est un peu frustrant. Donc on s'est dit, on va essayer de valoriser ça auprès d'un public un peu plus large. Alors c'est la première fois que je fais une couverture de magazine, vous voyez. Ça ne va pas faire augmenter mon impact factor, mais bon, en tout cas, c'était original à ce niveau-là. Et certainement, le travail le plus intéressant, ça a été le travail de vulgarisation qu'on a mené ici, notamment tout le travail participatif qu'on a pu avoir avec la Fédération pastorale d'Ariège et avec les bergers et les agriculteurs, mais aussi tout le processus qu'on a eu dans le cadre d'un autre projet, qui était d'aller dans les écoles et de montrer ce qu'on faisait. Et en fait, ce processus d'anticiper, de comprendre le passé pour essayer d'anticiper le futur, on était déjà dans une démarche d'éducation et développement durable auprès des enfants. Et donc du coup, ils comprenaient pourquoi c'était intéressant d'envisager la question du futur. Et ce qui était très rigolo, et c'est là où en fait on est dans des schémas sociétaux très, très dirigés, c'est qu'on s'aperçoit que quand on leur demande mais qu'est-ce que vous pensez quand il y a plus de forêt, est-ce que vous trouvez ça bien? Alors il y a la petite fille qui va nous dire oui mais non, mais parce que du coup je ne sais pas où mettre mes moutons. Et puis il y a l'autre garçon qui va nous dire ah oui c'est bien pour faire de l'acrobranche et comme ça en plus on aura plus d'eau et il y aura plus d'ours. Parce que touristiquement c'est intéressant. Et en fait il faut juste leur demander que font leurs parents pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils disent ça. Alors, il y a eu des perspectives ensuite qui ont évolué grâce à ce projet. Alors, on s'est intéressé à évaluer ça en termes d'impact sur les ressources en eau, parce que c'est un peu frustrant de s'arrêter là. On a des scénarios, on a des changements d'occupation du sol, on a des jolies cartes en couleur, mais on ne sait pas quels impacts sont derrière. Alors, j'ai un collègue qui m'a dit, oui, moi, des scénarios, me les faut, et puis de façon à avoir un peu l'impact sur la neige. Alors certes, la neige, elle va être de moins en moins fréquente à l'avenir, le changement climatique oblige, donc on voit l'évolution à gauche, en haut, des températures qui va avoir une incidence sur la baisse, en gros, de l'épaisseur en neige entre aujourd'hui et dans le futur à l'horizon 2080. Mais la végétation aussi a un impact sur
la neige. Pourquoi? Parce que les feuilles interceptent la neige, et puis aussi, quand il y a plus d'arbres, eh ben, ça fait plus d'ombre, et donc la neige reste plus longtemps. Et du coup, on est capable de distinguer ce qui relève de l'effet du changement climatique des changements de végétation sur la neige. Et ce qu'on a démontré, c'est que l'augmentation de la reforestation eh ben, faisait en sorte qu'il y avait moins de neige encore au sol, mais par contre que le régime hydrologique allait peut-être changer avec un décalage, et en tout cas une plus longue durée de fonte, qui était importante notamment sur ce petit bassin versant qui est sous gestion de barrages EDF, et que pour gérer les étiages en hiver, c'est peut-être assez important. Et enfin, un autre projet, cette fois sur la partie évaluation associée au risque érosif. Alors, risque érosif au pluriel, parce qu'il y en a beaucoup. L'idée, c'était de faire des scénarios prospectifs. Alors, sur un site qui est dans les Pyrénées, qui est sur la commune de Cauterets, des scénarios très contrastés, de façon à avoir l'impact sur ces risques, à la fois en termes de glissement de terrain, d'avalanche, de chute de blocs, de crues torrentielles, sur un secteur qui a été largement impacté, on va dire, économiquement, parce que Cauterets, bien évidemment, c'est une station du Tour de France. Et donc, c'est important de pouvoir y accéder, alors que les routes ont été coupées largement, et voilà. Donc, en fait, on se rend bien compte que si jamais on voit l'effet que ça a sur l'eau, ben, on peut imaginer les effets que ça peut avoir sur le risque érosif aussi. Donc, d'où l'intérêt d'avoir cette démarche de modélisation prospective. Merci. Voilà, je vous remercie. Thomas Houette. Juste une remarque, quand je vois ça, je me dis que c'est l'outil idéal pour établir un SCOT, un schéma de cohérence territoriale, ou un schéma régional de cohérence écologique. Les élus ont tout, là. Il me lance sur le sujet, forcément. Alors, les élus ont tout. Rapidement. Hein. Rapidement, les élus ont tout, sauf que produire des cartes aussi précises, c'est politiquement sensible. Et qu'il ne faut pas avoir forcément trop d'enjeux électoraux pour essayer de prendre des risques en termes de gestion à long terme ou avoir une vision à long terme de son territoire. Mais oui, potentiellement, ils ont tout. Eh oui, encore faut-il qu'ils regardent ces cartes et qu'ils aient envie de les comprendre. Monsieur, bonjour. 2 questions, je vais prendre. Schwartz, Université de Strasbourg. Moi, j'étais très intéressé, bien sûr, par l'exposé, qui rejoint un certain nombre de préoccupations qu'on a montrées hier. Il y a un aspect sur lequel tu n'as pas vraiment insisté, c'est les effets, on va dire, à l'aval. Tu as parlé des ressources en eau, mais il n'y a pas que ça. Des versants plus enforestés, ça veut dire aussi moins d'érosion de versants, ça veut dire moins d'apport de sédiments dans les rivières, ça veut dire des rivières qui incisent au lieu d'accumuler, des ponts qui se déchaussent, éventuellement des sédiments qui sont remobilisés à l'aval, et quand ils sont pollués, ça peut avoir des incidences encore pires, etc. etc. Vous avez travaillé sur ces aspects-là ou pas? Alors, non. Non, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est juste que la partie évaluation, moi, je la laisse volontiers à des collègues. C'est-à-dire que c'est pas mon cœur de métier. Par contre, c'est vraiment le fait de produire ces cartes-là, qui va même dans le futur, qui va nous permettre d'estimer ou d'évaluer ces conséquences. Oui, mais si tu veux, je pense que c'est assez facile à introduire dans vos modèles prospectifs. Je pense que c'est des constats qu'on doit faire dans les Pyrénées aussi. Hein. Dans les Alpes, c'est déjà fait. Mais je crois que c'est facile d'introduire ça dans le modèle, quoi. Ces effets un petit peu à l'aval. Je retourne la question. Par contre, si jamais on n'a pas ces modélisations prospectives, on ne peut pas alimenter les modèles. Oui. Donc c'est plus ça qui m'intéresse. En ce qui concerne la situation que vous avez évoquée tout à l'heure sur le fait qu'il y a plus de forêts. S'il y a plus de forêts, la neige reste plus longtemps. Mais ça permet donc d'adoucir, si on peut dire, les effets du changement climatique et donc de réduire les risques de crues, de laves torrentielles et les problèmes de reprise de végétation au printemps qui peuvent être soumis au gel après la fonte des neiges. Donc il y a aussi des effets positifs, il n'y a pas que des effets négatifs. Heureusement, mais je vais être volontairement provocateur. Le fait d'avoir plus de forêts est favorable à des animaux qui ne sont pas forcément bien vus par l'activité agropastorale. Pour l'instant, on cristallise le problème sur l'ours dans les Pyrénées, mais imaginons que ce soit favorable à la mise en place du loup. Et je pense que là, les problèmes vont être tout autres quant au conflit de gestion de l'espace. Et je dirais la place des parcs nationaux, derrière, elle va être particulièrement... Comme c'est déjà le cas dans le Mercantour, où finalement... Donc, en fait, juste pour résumer, c'est à l'éclairage de ces éléments prospectifs quels vont être les choix de chacun des acteurs, et notamment les choix partagés aussi pour assumer telle ou telle situation. Et c'est ça qui est intéressant, à mon avis. Non, mais en fait, le loup va attaquer l'ours qui se défendra, et le problème va se régler de lui-même. Merci, Thomas Houette. Ah, pardon, une question.
Monsieur. Madame. Merci pour votre intervention. Est-ce que vous avez parlé de d'autres études donc dans les Alpes, si j'ai bien compris. Est-ce que ce type d'études sont aussi faites dans des régions plus plates, on va dire, comme l'Île-de-France ou... Alors, je serais tenté de dire que malheureusement, on n'est pas nombreux à faire ce type de recherche. C'est-à-dire que je ne connais pas d'études sur, par exemple, l'étalement urbain ou en Île-de-France ou l'évolution des pratiques agricoles. Par contre, ce que je sais, pour y avoir aussi contribué, c'est qu'on a appliqué ce genre d'approche méthodologique à des thématiques de gestion de l'eau en paysage agricole bocager en Bretagne, sur des thématiques de biodiversité dans la plaine de Chizé, notamment liées au nombre d'oiseaux qu'il fallait compter, le nombre de nids de lutins de canepetière. On a travaillé aussi sur l'artificialisation à long terme de l'étalement urbain de Toulouse à l'horizon 2100 et les implications sur l'îlot de chaleur urbain. La démarche, elle est générique, elle peut être appliquée à n'importe quelle étude. La seule chose, c'est qu'il faut adapter, à mon avis, les échelles d'approche, les modèles et les données nécessaires. Dernière question. Oui, en fait, dans le discours, moi j'entends beaucoup, enfin, le fait que la surface de forêt elle augmente, c'est pas un choix, c'est un effet indirect de la diminution du nombre de troupeaux, quoi. Donc le choix, on ne fait pas le choix qu'il y ait plus de forêt, c'est simplement qu'actuellement, économiquement, il y a un problème du pastoralisme en montagne, donc c'est juste une conséquence du fait qu'il y a moins de troupeaux. C'est pas... Il n'y a pas un choix d'augmenter les surfaces de forêt, hein. C'est une conséquence. Par contre, si jamais on est capable de dire quel est l'impact sur le stockage du carbone, ou sur les taux de carbone, ou sur le risque érosif, ou sur la biodiversité, la question c'est est-ce qu'il faut maintenir l'agropastoralisme? Est-ce qu'il faut ne pas se préoccuper de cette situation? Moi, je n'ai pas les éléments de réponse. Mais par contre, c'est peut-être que grâce au modèle d'évaluation multithématique que l'on fera, grâce à ces cartes qu'on produit, peut-être qu'on pourra le faire justement. Non, mais la question, en tout cas, c'est une question de pastoralisme en montagne, quoi. Voilà, qui économiquement est plus viable. Et puis le loup, c'est pas. Enfin, oui, mais les subventions de la PAC ne seraient pas les mêmes si jamais on voulait vraiment maintenir cette situation. Merci. Thomas. Samuel Robert, c'est à vous. Vous avez attendu. Bonjour à tous. Donc Samuel Robert, je suis géographe et je suis chargé de recherche au CNRS et je présente le résultat d'un travail qui s'est déroulé de 2010 à 2012 avec plusieurs laboratoires. C'était un projet pluridisciplinaire avec des sciences du sol, des sciences juridiques, l'écologie et puis aussi de l'agronomie, et qui portait sur la prise en compte de la qualité des sols, mais dans le cadre d'un périmètre de gestion, en l'occurrence 2 communes, sur lesquelles je vais revenir un petit peu après. On est parti dans ce projet d'une idée et d'une question qui était que les sols sont un patrimoine. Tout à l'heure, on a eu un petit échange à propos du terme de capital naturel. Nous, on préférait plutôt la notion de patrimoine écologique et humain. Et donc, on est parti de l'idée que ce patrimoine, il est d'abord décidé, ou en tout cas son évolution est très largement influencée par ce qui est décidé au niveau de l'administration du territoire, et donc la planification spatiale qui est décidée au niveau des collectivités territoriales. La question qui était associée à cela, c'est comment ces collectivités territoriales intègrent une connaissance de leur sol dans leur démarche de planification urbaine. Évidemment, il y a une hypothèse de travail qui nous a orientés dans cette démarche, c'est le fait que les acteurs publics locaux sont très nombreux. Il y a 36 000 communes en France et donc on doit bien considérer que tous ne sont pas avec la même sensibilité, la même compétence pour gérer ce capital sol ou ce patrimoine sol. Et donc il y a toute une réflexion à conduire pour mettre à disposition l'information pertinente qui n'est pas nécessairement purement scientifique, mais une information qui puisse véritablement aider à la prise de décision politique. Alors les objectifs qu'on s'était donnés dans ce projet étaient au nombre de 3. Tout d'abord, évaluer comment le droit, donc on en a eu un petit écho tout à l'heure à travers l'exposé de Philippe Billet, comment le droit permet ou ne permet pas actuellement d'intégrer une connaissance de la qualité des sols dans la réglementation d'urbanisme en local. Et puis, deuxième point, comment concevoir un indice ou du moins une information sur la qualité des sols qui puisse être appliquée par le planificateur en local. Et pour vérifier tout ça, ou du moins pour expérimenter tout ça, on s'est appuyé sur 2 terrains d'études qu'on a analysés dans le détail.
Donc cette zone d'étude est en Provence, entre Marseille et Aix-en-Provence. Il s'agit de 2 communes, Gardanne et Rousset, qui sont des communes qui se situent dans l'espace métropolisé, l'espace périurbain d'Aix-Marseille. Ce sont 2 communes assez différentes. Vous avez 3 images dans la partie haute de l'écran qui sont des vues sur Gardanne. Gardanne, c'est une ville de 20 000 habitants, où il y a encore un peu d'agriculture, mais qui a surtout une tradition industrielle. C'était une ancienne commune minière. Et puis les 2 images du bas, vous avez la Sainte-Victoire, vous avez du vignoble, c'est la commune rurale, c'est Rousset, c'est la Provence, mais aussi une commune qui a connu un développement industriel intéressant, important ces dernières années. Alors j'en viens, si vous voulez bien, tout de suite aux résultats. On pourra éventuellement discuter de la méthodologie qu'on a suivie, mais il y a tellement de choses à dire que pour les 10 minutes, il vaut mieux se recentrer sur les résultats. Alors ce que nos collègues juristes ont produit comme résultat, si vous voulez, c'est le fait que, bon, maintenant on le sait bien, mais à l'époque du début du projet, on n'en était quand même pas complètement sûr, il fallait que l'investigation se fasse. On sait bien maintenant qu'il y a quand même des lacunes en matière de droit pour prendre en compte le sol, et en particulier ses différentes qualités, pour procéder à l'élaboration d'une politique d'urbanisme. Que ce soit au niveau international, il y a très peu de choses, au niveau européen, ou en droit interne, c'est-à-dire en France, puisqu'en fait, comme l'ont relevé nos collègues, le sol est bien effectivement identifié comme une ressource économe, à gérer de façon économe, mais il ne figure pas parmi les éléments constitutifs du patrimoine commun de la nation. Et donc il y a difficulté à construire un droit des sols cohérent. Ce qui les a amenés à mettre en évidence le fait que ça n'empêchait pas le fait qu'en local, dès lors que les décideurs sont éclairés, sont sensibilisés et sont désireux de le faire, eh bien, ça n'empêche pas donc qu'on puisse avoir une politique d'urbanisme local qui soit assez volontariste en matière de protection des sols. Ça passe notamment par l'arrêt des éléments qui peuvent figurer dans le plan local d'urbanisme, et tout particulièrement dans l'état initial de l'environnement, mais également dans le projet d'aménagement et de développement durable, où là, effectivement, les acteurs locaux ont toute latitude pour indiquer que leur territoire comprend des sols d'une certaine qualité, d'une certaine valeur, qui comptent dans le projet de territoire qu'ils veulent établir, et donc ainsi insister sur le fait qu'ils vont faire en sorte de le protéger, ce patrimoine. Alors, une fois que ce travail, ces résultats du point de vue des sciences juridiques est connu, intéressons-nous maintenant, si vous voulez bien, aux 2 communes que nous avons étudiées, et intéressons-nous notamment à la prise en compte des sols et de leur qualité dans la planification urbaine. Alors au moment du projet, les 2 communes étaient en cours de rédaction, en cours d'élaboration de leur PLU. Alors ce qui est important à dire, c'est que nous ne sommes pas arrivés en appui de leur démarche. Notre travail s'est réalisé parallèlement. Il y a eu une bienveillance des 2 communes quant à nos activités, mais nos résultats n'étaient pas prévus pour être intégrés dans la démarche d'urbanisme. Alors, ce qui est à souligner, c'est que donc, ces 2 communes étant petites, ce sont des équipes qui sont assez réduites, qui sont en charge de l'urbanisme, et donc ce sont des bureaux d'études qui ont fait le travail d'élaboration du PLU. Et donc, dans les PLU en question, il n'y avait pas de disposition particulière concernant les sols. Il y avait seulement une disposition qui concerne l'aptitude des sols à l'assainissement non collectif, puisqu'on est quand même dans une région qui est concernée par du bâti diffus, d'une urbanisation souvent éloignée des centres denses des communes, et qui donc ne sont pas reliés au tout à l'égout. Et donc il y a une obligation de faire des études de sol pour permettre l'installation de fosses septiques dans ces secteurs. Et autre élément intéressant aussi à relever, c'est qu'il y a plutôt un discours sur la qualité de vie dans tous ces documents. On en a examiné d'autres, on n'a pas regardé que ces 2-là, mais il n'y a rien concernant la conservation de la biodiversité et des services rendus par l'environnement naturel. Alors, dans quel contexte général d'évolution du territoire ces PLU étaient en cours d'élaboration? Alors, vous avez 2 illustrations ici. Gardanne, avec l'évolution de la tâche urbaine en rouge entre 1935 et 1939. Donc on voit bien qu'on est dans un secteur qui a connu une extension très considérable de l'urbanisation, avec un recul très fort de la tâche en jaune, à savoir l'agricole. Et dans le détail également, donc dans la partie basse de l'image, vous voyez que concernant la tâche urbaine,
il y a une évolution qui est différente entre Gardanne et Rousset, puisque concernant Gardanne, finalement, même si c'est une ville industrielle, la part des tissus industriels, des espaces industriels dans les territoires artificialisés reste grosso modo la même. C'est ce que vous voyez en jaune-orange sur le graphique de gauche, alors que du côté de Rousset, la part des espaces industriels a considérablement augmenté puisque c'est implanté dans les années 70, au début des années 70, une importante zone industrielle dédiée à la microélectronique. Donc on a des dynamiques urbaines assez fortes, un étalement urbain assez fort, mais une composition de la tâche urbaine qui n'est pas la même. Concernant l'occupation du sol, par rapport au zonage d'urbanisme, ça nous a intéressé de regarder comment a été fait le design des zones A, AU, N et U. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, A c'est agricole, AU, A urbanisé, N naturel, U urbaine. Donc en fait ça c'est le zonage qui prévoit la vocation des sols à 5-10 ans. Vous voyez que, par exemple, dans une ville comme Gardanne, finalement, ce qui est dévolu à l'agriculture est déjà passablement urbanisé, puisqu'à 20%, c'est déjà des territoires artificiels. On voit également que la zone AU est définie, mais avec déjà aussi une grande partie de zones déjà urbanisées, et c'est surtout l'agriculture qui va reculer encore une fois. Ce qui nous a intéressé aussi, c'était de réfléchir à l'idée qui est largement diffusée depuis de nombreuses années maintenant, en particulier avec les lois SRU, c'est que le principe d'urbaniser en continuité du bâti existant est supposé faire qu'on lutte contre l'étalement urbain et la diffusion de l'urbanisme, sauf que, est-ce que quand on examine les sols et leur qualité, c'est un principe judicieux ? Donc ça, on a voulu réfléchir sur ça. Et puis ensuite, on a voulu réfléchir aussi sur la maîtrise de ces sujets par les acteurs publics locaux qui, comme je vous le disais, sont quand même pas nécessairement informés ou compétents. Donc du coup, quelle information pertinente sur la qualité des sols conviendrait-il de produire ? Alors nous, on a eu beaucoup d'échanges, on n'avait pas forcément d'idées préconçues sur la manière de faire. Et finalement, on a considéré que si à l'échelle d'une commune, on pourrait raisonner d'ailleurs à l'échelle d'une intercommunalité, c'est un peu la même chose. Si on veut raisonner sur le sol en tant que patrimoine écologique et humain, eh bien, il faut envisager la totalité des possibles avec le sol. Et on s'inscrit aussi dans les grands principes du développement durable, c'est-à-dire ne pas compromettre les ressources pour l'avenir. Et donc, on a considéré qu'il valait mieux réfléchir sur les fonctions écologiques des sols plutôt que sur leurs services ou leurs usages. Et donc, en raisonnant sur leurs fonctions, on a retenu, on pourrait toujours en discuter, mais on a retenu 5 fonctions qui sont évaluées à partir de 11 paramètres pour 9 types d'usages du sol possibles, 9 occupations du sol possibles qui sont listées ici. Ce qui nous permet ensuite de procéder par des traitements géomatiques à une spatialisation de la satisfaction des fonctions écologiques. Enfin, est-ce qu'elles sont satisfaites compte tenu d'un usage particulier ou d'usages qui ne sont pas les usages actuels mais qui pourraient devenir des usages de ces sols. Donc vous avez par exemple ici une représentation de l'adéquation du sol à un usage qui est l'usage actuel, qui est en fait finalement l'agrégation des valeurs binaires pour chacune des 5 fonctions. Et on peut cumuler ceci pour tous les usages possibles, c'est-à-dire 9. Et donc on a une valuation, une gradation de la polyvalence d'usage ou de la multifonctionnalité des sols compte tenu des différents usages, pour tous usages confondus qui peut varier jusqu'à 45. Et on arrive ainsi à discrétiser, si vous voulez, l'espace communal, l'espace des 2 communes, et faire apparaître les zones qui présentent beaucoup plus d'opportunités que d'autres. Alors là, vous l'avez au niveau du pixel, et on peut ensuite réinterroger le design du PLU sur cette base-là. Et là, vous voyez par exemple dans le cadre de la commune de Rousset, que là où ont été décidées les zones A urbanisées, donc AU, eh bien en fait, on a quand même pratiquement 30% des sols qui appartiennent à la classe de multifonctionnalité la plus élevée, donc de plus forte polyvalence d'usage. Ce qui nous amène en fait à l'idée que on n'est pas dans une vision très durable des choses, puisqu'en fait, il aurait peut-être été intéressant de considérer. On ne peut pas faire le reproche à la commune de ne pas l'avoir fait, comme je vous l'ai expliqué, on était dans 2 dispositifs parallèles. Mais peut-être que si la commune avait disposé de cette information-là, elle aurait peut-être fait le design de sa zone à urbaniser autrement. Bref, tout ceci pour vous dire, j'en arrive à ma conclusion, que, évidemment, il reste encore beaucoup de choses à faire, mais il nous a semblé qu'il existait des opportunités aujourd'hui pour prendre en compte les sols dans la planification des territoires.
c'est tout à fait réalisable au niveau local en particulier. Seulement, ce qui manque, c'est quand même un accompagnement des équipes en local. Ça peut se faire à travers les bureaux d'études, mais ça peut se faire éventuellement à partir d'organismes ou d'organes de l'État qui peuvent venir en appui aux collectivités. Et ce qui nous a paru aussi important de souligner dans cette conclusion, c'est que le sol est quand même quelque chose de très composite qui interpelle des champs de compétences assez différents et qu'une approche pluridisciplinaire d'une question telle que celle-là est tout à fait recommandée. Alors concernant les valorisations, on s'est arrêté simplement sur les valorisations pratiques, si vous voulez, moins scientifiques mais plutôt pratiques. Ce projet a reçu un assez bon écho en local, puisqu'on est allé présenter les résultats auprès des 2 communes. Et puis on a aussi travaillé pas mal avec la Chambre d'agriculture, avec la Société du Canal de Provence, le CT Méditerranée qui est devenu CEREMA, etc. Et finalement, à chaque fois, on a bien compris que ça interpellait les personnes que nous rencontrions et ils y voyaient de l'intérêt sans pour autant forcément bien comprendre tout ce qu'il y avait derrière. Enfin, ça dépendait des interlocuteurs. Ce qui est intéressant aussi à indiquer, c'est que, évidemment, ce n'est pas un outil clé en main. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a raisonné sur 2 communes et il s'agirait de retravailler sur d'autres territoires pour savoir si on peut reproduire la même opération. Il nous semble que c'est possible. En tout cas, il nous semble également qu'il y aurait à organiser un transfert auprès de bureaux d'études qui pourraient être sollicités sur ces mêmes tâches par des collectivités locales. Donc il y a encore beaucoup de travail. C'était un projet exploratoire auquel on n'a pas pu donner suite pour le moment, même si on a tenté de monter des projets pour ça. Mais voilà, donc je crois que j'en ai terminé. Donc je vous remercie de votre attention et sont listés ici les gens qui ont tous collaboré à ce projet. Merci. Merci beaucoup. Juste une remarque, l'outil que vous avez mis en place me rappelle celui, alors ma mémoire flanche peut-être, mais l'outil qui a été mis en place pour l'élaboration du SCOT de l'agglomération de Tours, que vous connaissez. Ah non. C'est vous qui me l'en avez parlé. C'est moi qui vous en avez parlé. Bon, bref. Effectivement, on a appris que voilà, ça commençait à arriver, donc c'est plutôt encourageant. Alors pour nos amis qui ne savent pas, donc schéma de cohérence territoriale de Tours, c'est assez étonnant de voir qu'en soumettant une carto liée, alors je ne sais pas si c'est la multifonctionnalité ou juste le pouvoir agronomique des sols, il y a 350 hectares de zones qui étaient en AU dans le projet initial qui ont été reclassées en A pour conserver des sols de qualité. Peut-être je peux réagir par rapport à ça. Catherine, tu pourras compléter si jamais j'oublie un peu la façon dont ça s'est passé, mais quand on a fait un retour à la commune de Gardanne et qu'on a montré les fameuses cartes, bon, vous savez comment sont les élus, bien souvent ils veulent voir des endroits précis dans leur commune, enfin, ils veulent essayer de repérer un peu ce qu'ils connaissent bien ou ce qui fait enjeu dans leur tête à ce moment-là. Et je me souviens qu'il a eu, la personne que nous rencontrions, a commencé à deviser sur une zone où ils avaient décidé de faire justement de l'urbanisation en continuité du bâti, qui était assez logique par rapport à la trame urbaine telle qu'elle était en place, et qui, du point de vue de la polyfonctionnalité des sols, finalement, c'était un peu regrettable d'avoir décidé l'urbanisation de cette zone-là. Et il nous l'a dit tel que, il a dit, tiens, si on avait su, on aurait peut-être fait autrement. Enfin, il a vraiment eu cette parole qui était assez intéressante. Bon, ça n'en fait pas une... Je veux dire par là que c'est juste un témoignage, c'est un verbatim, on n'en fait pas des conclusions hâtives, mais je pense que pourtant c'est une petite commune, mais je pense qu'en local, ça peut avoir une résonance effectivement qui peut inviter à des actions un peu différentes en matière de planification. L'impact psychologique d'une bonne carto. Mesdames, Messieurs, je mords sur la pause 10 minutes, je consulte mes augures. Oui, on me dit oui. Marianne Corot, Fondation François Sommer. Question très simple. Suite à vos belles recommandations, est-ce que les communes ont décidé de changer les choses? Est-ce qu'elles peuvent revenir en arrière? Parce que quand on se promène dans ce coin-là, c'est vrai qu'on voit beaucoup de routes, beaucoup de centres commerciaux. Et bon, on se demande où se retrouve la biodiversité dans tout ça. Est-ce qu'ils ont décidé de faire des choses? Et quel est le problème en France? Où se situe le problème? C'est au niveau des communes? Est-ce qu'ils n'ont pas de bonnes directives? Est-ce qu'ils ne sont simplement pas informés? Qui doit agir pour faire changer les choses? Bon, c'est une question qui s'adresse, je pense, l'ensemble de la table. Voilà.
Bon, moi, ce que je dirais, si vous voulez, pour commencer à répondre, ils ne peuvent pas vraiment revenir en arrière, puisqu'en fait, ils peuvent réviser leur PLU, et donc auquel cas, ils peuvent faire le choix de prendre en compte un certain nombre d'informations supplémentaires qui peuvent venir d'un projet tel que le nôtre, mais revenir en arrière, c'est assez rare, c'est assez délicat, il faudrait vraiment des cas de force majeure que je ne connais pas. Ensuite, quel est le problème en France? Moi, je pense que, si vous voulez, pour les élus locaux, il y a une inflation de règlements. Il faut prendre en compte un très très grand nombre d'obligations concernant les risques, concernant les PPR, etc., pour ce qui est des risques. Mais il y a aussi la recommandation de non-étalement urbain, il y a aussi les transports. Donc, si vous voulez, dans des petites communes comme ça a été aussi un choix de notre part. On n'est pas arrivé en disant voilà, on pense que ça serait bien que concernant les sols, il y ait une nouvelle réglementation. Vous voyez, c'est absolument pas ce qu'on a eu comme démarche, parce que ils prennent peur. C'est complexe de faire de l'aménagement du territoire et de la planification spatiale, surtout dans un pays comme le nôtre qui a envie de prévenir tous les risques, d'arranger les choses de la meilleure manière qui soit. Or, justement, tout assimiler, tout intégrer dans un document prospectif, un document de projet, c'est quand même très complexe. Donc je pense que le problème vient de là. Ceci dit, on peut travailler à l'éducation sur des priorités. Qu'est-ce qu'on veut privilégier sur un territoire? Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Qu'est-ce qu'on veut faire durer? Je pense que ça, c'est des pistes qui peuvent orienter notre façon de travailler, nous, scientifiques, avec les acteurs locaux. Autre question à M. Robert et à l'ensemble de la table ronde, qui, comme toute table ronde, n'est pas ronde. Jean-Claude Marcus, bonjour, bravo, très bien. Deux questions simples. Oui, très bien, parce que utilisable, même si dans votre cas, vous avez fait les choses en parallèle. Première question, pourquoi avoir oublié l'air et la qualité de l'air? Dans le cas de Gardanne, c'est d'autant plus gênant que si vous regardez les statistiques d'Hermed, vous apercevrez que par ailleurs, sur la longue durée, c'est quand même corrélé à l'occupation des sols. Et on sait maintenant que c'est la ville discontinue qui permet de respirer si elle est végétalisée. Deuxième question, est-ce que vous avez connaissance de ce qui s'est fait en Basse-Normandie? Je ne sais pas si on va en parler cet après-midi, où précisément les petites communautés de communes qui se sont souciées d'avoir des cartes pédologiques à l'échelle de leur projet d'urbanisation et de leurs variantes ont économisé à peu près les 2/3 des sols qu'ils pensaient consommer de façon destructive. Et par ailleurs, ils les ont économisés en considérant que, de leur point de vue, ils économisaient les meilleurs. Ce qui veut dire en gros que peut-être que ce qu'ils ont fait, qui est une approche totalement pédologique ou purement pédologique, pourrait être enrichi de ce que vous avez fait. Et de ce point de vue-là, avec l'évolution régionale, il est possible de fédérer un certain nombre de méthodes. Je pense notamment à l'étude sur l'accro, qui elle aussi d'ailleurs avait oublié l'air. Et donc on pourrait imaginer quand même, et ça pourrait être un des buts ou une des conclusions du GESOL, d'avoir une méthodologie relativement valable pour nos grandes régions et qui pourrait au fond à terme s'imposer, ne serait-ce que quand on fait un détour par les SCOT. Donc, merci pour ces questions. Ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que on a eu fort à faire en 2 ans, et d'ailleurs on a travaillé en 3 ans. Parce qu'au départ on avait un projet de 2 ans et on a souhaité une extension parce que le travail était considérable. Donc tout ça pour dire que c'est difficile d'intégrer tous les compartiments de l'environnement dans une telle réflexion. Mais par contre, ce que je n'ai pas cité, c'est le fait que ce projet a été mené dans le cadre d'un collectif de recherche qui s'appelle l'Observatoire Homme-Milieu Bassin Minier de Provence. Et cet observatoire au milieu fait des études sur l'air. Et donc en fait, c'est sur une échéance un peu plus longue qu'on peut imaginer de croiser les résultats de toutes ces initiatives. Nous nous connaissons tous. Il y a des séminaires réguliers qui montrent l'avancée des travaux des uns et des autres. Et il est évident que ce qui se fait sur les sols doit être relié avec ce qui se fait sur l'air. Et il y a déjà des échanges qui ont lieu à ce propos. Concernant la Basse-Normandie, alors j'en ai entendu parler, mais je ne connais pas dans le détail. Je crois qu'on a été sollicité, alors voilà, c'est ça, on a été beaucoup sollicité, et je me souviens d'avoir été sollicité par, effectivement, des gens de Basse-Normandie, mais plutôt très rural, je dirais, voilà. Donc ça doit être ces gens, mais je n'ai pas pu aller les voir. Et ils nous ont invités à leurs travaux, à assister à leurs travaux, mais voilà, c'est pas toujours possible. Philippe Billet avait un mot à dire. Oui, juste un léger complément s'agissant de l'affectation des zones par rapport à leur qualité.
Je serai un petit peu moins radical que toi sur ce point. D'un point de vue juridique, on a quand même un certain nombre de dispositions qui peuvent ou obliger ou inciter les collectivités locales à affecter leur sol en fonction de la qualité effective de celui-ci. Vous prenez par exemple le zonage AU d'urbanisation future. Celui-ci est déterminé notamment par tout son environnement, voiries, réseaux divers, etc. Donc on prend bien en compte un certain nombre de critères. Ensuite, c'est des critères qui sont tirés de la jurisprudence parce que vous avez ce qu'on appelle l'erreur manifeste d'appréciation, qui est une sanction juridique qui va frapper une décision qui a manifestement mal apprécié la situation et qui de ce fait est illégale. Et on a un certain nombre de dispositions de jurisprudence où le juge apprécie le fait que la qualification juridique qui a été donnée au terrain n'est pas en relation avec sa réalité matérielle. Je veux dire par là qu'il a souvent annulé des classements en zone à urbaniser de zones qui étaient naturelles et en considérant que la naturalité de la zone l'emportait compte tenu de ses qualités sur la classification. Donc ce qui fait qu'on a quand même déjà des critères, mais ce sont des critères qui sont, on dirait, extrêmement pragmatiques, ponctuels, et ce n'est pas des critères plus formalisés comme ceux que tu proposes avec ton groupe de recherche. Et puis, autre chose également, sur le retour en arrière, c'est que la loi Allure du 24 mars dernier, fin 2014, a envisagé notamment une hypothèse où des collectivités locales qui classeraient des terrains en zone à urbaniser, qui ne l'urbaniseraient pas effectivement dans un délai de 9 années, verraient le retour immédiatement en zone naturelle ou agricole. Ce qui fait que ça donne quand même aussi des outils, mais c'est tout neuf, c'est mal connu. Voilà. Vous avez employé plusieurs fois le terme de naturalité des sols dans votre exposé. Je voudrais savoir ce qu'un juriste comme vous place sous ce terme. Mais avant de vous laisser répondre, je voudrais juste vous dire pourquoi je vous pose la question. Le premier jour, il y a quelqu'un, par exemple, qui a dit que les urbains, quand ils sortent de la ville, ils ont l'impression d'être dans la nature. Bon, quand on est dans un champ de maïs, on est dans la verdure, mais on n'est pas dans la nature. Alors, la naturalité des sols, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des sols qui ne sont pas construits? Auquel cas, moi je vous dis tout de suite, les sols ne sont pas naturels parce que jusqu'aux plus hautes estives, ils sont utilisés par l'homme. Est-ce que la naturalité des sols, c'est le sol sans l'homme? Auquel cas, c'est simplement pas possible, à moins de faire des cultures hydroponiques généralisées. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est pour vous la naturalité des sols? Je ferai la réponse comme à monsieur tout à l'heure. Peut-être que dans 3 jours, on aura une solution. Non, plus sérieusement, je coordonne un groupe de travail pour le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Économie et des Finances sur le comité pour l'économie verte. Et le groupe de travail, c'est sur l'artificialisation des sols et comment est-ce que la fiscalité peut agir sur celle-ci. On s'est posé longuement la question de savoir à quoi correspondait l'artificialisation, parce que c'est l'intitulé de notre groupe. Est-ce que l'artificialisation, c'est l'imperméabilisation? Est-ce que l'artificialisation, c'est une empreinte humaine sur un terrain donné? Donc dans ce cas, tout est artificialisé, y compris la moindre plantation agricole. Donc de ce point de vue-là, alors moi, ce que j'appelle la naturalité, c'est pour l'opposer au fait qu'il y aurait eu une action humaine sur le terrain qui va changer la nature, la fonction, les services produits par le sol. Je le mets dans cette optique-là. Je fais cette opposition-là. Si vous avez un meilleur vocabulaire, je le prends tout de suite. Mais il me faut une assise scientifique. C'est pour ça qu'on avait bien pour 3 jours. Hein. Voilà. Et non, mais si vous voulez, le souci, c'est qu'en droit, on est obligé de raisonner par rapport à des outils qu'on nous donne. Quand on ne nous les donne pas, on fait comme les artisans au Moyen-Âge, on les fabrique. Alors après, ça colle plus ou moins bien, il y a les retours de terrain, etc. Si on nous propose d'autres termes plus adéquats, on les prend, j'ose plus dire naturellement, on les prend naturellement. Claire Chenu, conseil scientifique chez Sol. Donc, question à Samuel Robert, Philippe Billet, et puis ma foi, la salle aussi. Dans les opérations d'aménagement, au contexte aménagement, est-ce que le concept de multifonctionnalité des sols est quelque chose qui parle, ou est-ce que c'est un truc de chercheur? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça parle aux élus, vous voulez dire? Est-ce que ça parle oui. Est-ce que ça parle aux élus? Est-ce que ça parle effectivement aux fonctionnaires des DREAL, Les élus, ils peuvent se laisser convaincre de l'intérêt du concept, mais ils ne le connaissent pas particulièrement. En tout cas, ceux avec lesquels on a travaillé. Après, il y a des structures comme notamment les bureaux d'études de l'État, type CEREMA, qui s'y intéressent quand même sérieusement. Quand on a en
en plein cours de projet, enfin quand nous étions en cours de travail, nous avons travaillé avec le CT Méditerranée, comme je le disais tout à l'heure, qui avait lancé une initiative sur la plaine de Lacro, enfin pas la plaine de Lacro, mais la commune de Lacro, dans le Var, où là, effectivement, il s'agissait d'évaluer la fonctionnalité des sols, bon, plutôt dans une perspective de maintien de l'agriculture, mais on était, il me semble, dans ce genre d'approche. Hein. Ouais. Mais c'est quand même quelque chose qui est réservé à des spécialistes, il me semble encore. Tout le souci de la multifonctionnalité d'un point de vue juridique va dépendre de l'usage que l'on veut faire et de la compatibilité des usages entre eux. En fait, on a plus tendance en droit de l'urbanisme à utiliser la multifonctionnalité par rapport à un étalement des différents usages dans le temps. Je veux dire par là qu'à une époque, on met tel type d'usage, à une autre époque, tel type d'usage, etc. On peut revenir en arrière dans ce qu'on appelle le recyclage urbain, mais dire qu'il y a une multifonctionnalité, c'est possible, à une condition que techniquement ou naturellement, on puisse avoir plusieurs usages différents dans le même cadre. Je voudrais répondre aussi. Robert Liffrand, puis Samuel Robert. Merci. Sur cette question, il me semble qu'il y a un point très important dans le concret des décisions d'aménagement au niveau local, c'est le fait qu'on conçoit assez facilement de préserver des espaces naturels, des espaces boisés, etc. Et en parallèle, on considère les espaces agricoles comme des espaces, comme une ressource dans laquelle on peut puiser de façon indéfinie. C'est la raison pour laquelle c'est très important d'avoir l'ONCEA, l'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles. Mais je pense que ce n'est pas suffisant parce que dans les esprits, les usages et les valeurs qui pourraient être attachées dans le futur, dans un futur où l'alimentaire redeviendrait une préoccupation importante des sociétés, on n'a pas l'idée d'une valeur d'option de ce que l'on détruit, c'est-à-dire la valeur que représentera une terre agricole de bonne qualité, irriguée, etc., dans un espace périurbain dans 50 ans, lorsqu'on aura une économie du carbone qui sera complètement bouleversée. Et ça, c'est très difficile au niveau des élus locaux à faire passer qu'on est en train de puiser dans une ressource qui est une ressource épuisable, sur laquelle il sera très coûteux et difficile de revenir en arrière. Et donc là-dessus, je pense qu'il faut vraiment mener une réflexion sur la relation entre cette ressource dans laquelle on puise et puis les aménagements urbains que l'on fait, mais pas uniquement urbains, c'est les infrastructures, etc. Samuel, 3 questions. Juste pour alimenter un peu le débat, Claire, moi je pense qu'il faut qu'on soit vigilant à ne pas utiliser les termes de façon confuse. Et je pense qu'il faut absolument dissocier la notion de fonction de celle de service et de celle d'usage. Nous, dans le projet Uqualisol, on s'intéresse au terme de fonction, au sens de fonction écologique. Donc on est sans prise en compte des usages. On intègre les usages après coup, hein, mais pour l'évaluation de la qualité du sol sur un territoire, le sol envisagé comme patrimoine écologique et humain, on part d'une caractérisation de sa multifonctionnalité sur le plan écologique uniquement. Et après, tout est possible, en fonction des choix d'une société, de son état d'avancement, de modernité, etc. Thomas. Pour revenir à ce... Faut-il clarifier le concept? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que quand on travaille avec des acteurs locaux et qu'on leur présente des scénarios vraiment contrastés, c'est implicite. C'est-à-dire qu'automatiquement, on peut envisager des futurs possibles et un changement d'usage lié à une parcelle, que ce soit des bois, une parcelle non sylvicole peut devenir sylvicole, une estive peut être plantée, enfin voilà, on peut imaginer des choses très différentes. Donc je ne suis pas sûr que ce soit fondamental. 3 questions courtes qui appelleront des réponses. Emmanuel Baudour, AgroParisTech. Moi, j'avais une question pour Samuel Robert, donc, sur l'évaluation communale. Est-ce qu'il ne serait pas opportun en fait, de considérer des facteurs extrinsèques au sol pour cette évaluation et aussi de considérer un champ spatial bien plus large que simplement le champ spatial de la commune, puisque vous avez souligné la qualité paysagère de la commune de Rousset,
Et on sait bien qu'il y a la Sainte-Victoire à proximité. Si on suit votre carte, en fait, la qualité la moindre, c'est celle qui est sur le plateau du Sangle. Et ça, c'est visible de la Sainte-Victoire. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi intégrer cette visibilité paysagère sur un champ spatial plus large pour l'aide à cette décision, en fait, pour éviter le mitage paysager qui est déjà très important dans cette région, quoi. La réforme territoriale, quoi. Alors en fait, moi, j'interprète votre question en deux questions. C'est-à-dire qu'effectivement, si on reste juste sur la question de la qualité des sols, il faut effectivement ajouter d'autres paramètres, et en particulier étendre la zone d'investigation et ne pas rester enfermé dans l'emprise d'une commune, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, on va vers des PLUI, des PLU intercommunaux, et que c'est plutôt au niveau des intercommunalités que vont se décider les grandes orientations d'aménagement et de planification de l'espace, juste pour considérer le sol. Ensuite, effectivement, nous, on a travaillé sur la qualité des sols, mais en matière d'aménagement du territoire, il y a toute une série de dimensions à considérer. Et donc, effectivement, c'est pas parce que la carte de qualité des sols privilégierait plutôt certains secteurs à l'urbanisation que c'est effectivement elle qui doit primer sur la décision. Et il y a effectivement à considérer d'autres choses, l'accessibilité, le paysage visible, etc. On est tout à fait d'accord là-dessus. Merci, madame, mademoiselle. Donc Marion Bardy, directrice de l'unité Infosol à l'INRA. Donc c'est une question qui s'adresse à la fois aux orateurs et sûrement plus généralement au programme GESOL. En fait, là, les présentations qu'on a vues posent la question des données disponibles sur les sols, puisque, par exemple, Michael a fait le constat que sur les sols, ils avaient du mal à rassembler des données. Et puis, j'ai noté aussi que Robert, dans les valorisations de son programme, proposait un appui au monitoring local et global en citant les programmes du groupement d'intérêt scientifique SOL. Donc au niveau national, c'est ce groupement d'intérêt scientifique qui coordonne l'acquisition de données sur les sols et surtout leur capitalisation dans un format unique qui permet leur utilisation un peu homogène, enfin en tout cas le développement de méthodes qui peuvent s'appliquer sur l'ensemble du territoire. Et donc de quelle façon finalement vos projets ou le programme GESOL peut contribuer, peut alimenter les réflexions sur les nouvelles données à acquérir, sur l'utilisation des données déjà disponibles également. Donc bien sûr on a besoin de réflexions méthodologiques sur comment acquérir tel et tel paramètre à des coûts moindres qui fait qu'on peut le déployer sur l'ensemble du territoire, mais on a aussi besoin d'illustration de l'utilisation de ces données parce qu'on aura d'autant plus d'arguments pour aller chercher des fonds pour financer la collecte de ces données et leur capitalisation qu'on en aura des applications concrètes. Qui veut répondre? Ou alors je laisse ça sous forme de constat, oui. Bon, bah, je pense que ce sera clair. Alors attendez, la question de Sophie Raoult, IRD2, et ce sera la dernière, car voilà, il est 11h26. Alors Sophie. Oui, en Basse-Normandie, on a en effet démarré un projet il y a 1 an et demi, donc qui est porté par l'IRD2, qui est une émanation de la région Basse-Normandie et de l'Université de Caen. Et donc l'objectif de ce projet, c'était de réunir un certain nombre d'acteurs le plus diversifié possible autour de ces questions de la connaissance et des enjeux de la préservation des sols. Et dans le cadre de la 3e phase du projet, donc Canébert, qui est élu local, va nous présenter juste après la pause, on a justement essayé de réfléchir à comment est-ce qu'on intègre cette multifonctionnalité du sol dans les projets d'aménagement. Il y a en effet l'exemple qu'on a valorisé de la SAFER qui a développé l'outil Vigisol, qui est vraiment intéressant pour justement intégrer cette cartographie pédologique des sols dans les projets d'aménagement, les PLU, les PLUI. Mais il y a d'autres démarches qui démarrent, notamment celle de la communauté de communes de Seftot, dont va nous parler Anne Hébert juste après. Voilà. Merci.